Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un format différent. Je reçois comme invité Rémi Bergeron alias l'Argent Immobilier, un investisseur immobilier et YouTuber québécois pour parler de la crise du logement, de la surchauffe immobilière, de l'achat d'une première maison, de l'investissement en bourse, de Tesla et des crypto-monnaies. Alors, beaucoup de choses dans cette entrevue. Si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner. Et puis, si vous êtes un habitué, je vous invite à donner un like à cette vidéo si vous voulez en avoir plus de vidéos de ce genre. Alors, sans plus tarder, allons-y avec l'entrevue. Donc, salut Rémi, j'espère que tu vas bien. Avant qu'on débute, j'aimerais ça que tu te présentes pour que l'auditoire puisse bien comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis pourquoi aujourd'hui je parle d'immobilier avec toi. Salut Joe, merci de l'invitation. Puis pour me présenter rapidement, en gros, moi je suis un gars de 31 ans maintenant. J'ai débuté en entrepreneuriat et en immobilier quand j'avais 21. Mes premiers achats, j'étais 21, 22. Là. Donc mes premiers achats se sont faits en février 2012, au moment où j'avais tout juste 22 ans. Et j'ai commencé en immobilier, donc j'ai commencé avec un duplex de façon assez banale. Là. Je connaissais absolument rien en immobilier. J'en avais jamais entendu parler. Il n'y a jamais personne autour de moi qui avait investi en immobilier. Puis je me suis lancé dans le vide en achetant un duplex qui était un duplex très, très vieux, mais qui aujourd'hui m'a permis de faire des erreurs puis d'avancer et de m'amener jusqu'à avoir maintenant 77 unités et d'être capable de vivre de mon immobilier. Donc, ça, c'est vraiment le fun 9 ans plus tard. Et au final, j'ai aussi mon entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé en même temps. J'ai une compagnie de production vidéo qui aujourd'hui aussi occupe mon temps parce que l'immobilier, c'est pas passif, mais c'est relativement peu de temps pour tout ce que ça donne. Donc, j'occupe mon temps via mon entreprise. OK. Donc, tu vis de l'immobilier finalement. Donc, si, disons, tu n'avais pas d'entreprise, tu pourrais quand même vivre de tes revenus immobiliers. On l'a vu avec la pandémie. Moi, je suis beaucoup dans le monde de l'événementiel et en mars l'année passée, quand tout a arrêté, j'ai perdu 100% de mes contrats. Je suis vraiment, en fait, j'étais même tombé sur la PCU parce que mes revenus actifs, j'avais zéro. Et je m'en suis quand même bien sorti là, parce que justement, j'avais plus de revenus de mon entreprise, mais mon immobilier, je réussissais à en vivre. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je vis de l'immobilier parce que l'argent, je l'ai réinvesti beaucoup. Et je viens de commencer la bourse aussi, donc j'en ai, tout ce que je reprends, je l'investis en bourse, je réinvestis, j'achète d'autres immeubles. Donc, je ne vis pas nécessairement sur cet argent-là, mais si j'ai besoin, je peux le faire. Je l'ai vu avec la pandémie que j'étais capable de traverser le travail. Puis, qu'est-ce qui a été ta motivation initiale à 21 ans de te lancer en immobilier? Est-ce que c'est des gens qui étaient autour de toi? Est-ce que tu es tombé sur une vidéo sur Internet? Est-ce que tu as un livre particulier que tu as lu qui t'a vraiment allumé qui t'a invité finalement, incité à investir en immobilier? À 18 ans, j'ai toujours eu un volet quand même entrepreneur, puis tout ça. Puis à 18 ans, j'ai fait du marketing de réseau. Du marketing de réseau, c'est probablement mal vu de la plupart de tous, mais au-delà de la vente, puis au-delà du marketing de réseau en tant que tel, il y a souvent un groupe derrière qui, plein de bonne foi, nous pousse vers l'entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de développement personnel, puis à lire des livres. C'est là que j'ai lu, j'ai entendu parler et que j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre, qui est un des premiers livres à lire, évidemment, sur la finance et sur la façon de penser. Et dans le livre, on comprend très bien que les plus grandes richesses au monde se sont créées de l'immobilier. Mais tu sais, j'avais pas de connaissances autour de moi. Puis en fait, c'est mes meilleurs amis au secondaire qui avaient acheté le duplex avant moi, puis qu'il fallait qu'ils le revendent parce qu'eux, ils sont entrepreneurs en série, mettons, mais à chaque 6 mois, ils changent de projet, puis ils ont toujours besoin un peu d'argent. Puis là, il y avait besoin de revendre le duplex rapidement pour faire un autre projet. Fait qu'ils m'ont juste dit, ça te tente-tu? Puis ne connaissant rien du tout, j'ai dit ben oui. J'ai entendu dire qu'on peut devenir riche avec l'immobilier. Fait que j'ai dit oui. Je l'ai acheté. Puis il était quand même rentable. Là. Je me suis rendu compte que même si je ne travaillais pas pendant un mois, j'avais de l'argent qui rentrait à la fin du mois de mon immeuble. Fait que j'ai dit ben si je le fais sur un duplex et qu'il m'en reste X montant, si je le fais sur plus de portes, il va m'en rester plus. Ça a été ma motivation à continuer à grandir là-dedans. Puis, c'est bon que tu dises ça. On va parler justement du marché immobilier présentement. Comment tu navigues dans le marché immobilier actuellement? Parce que là, tu viens de dire,
tu as acheté ton premier duplex, puis tu étais cash flow positif, c'est-à-dire qu'il te restait de l'argent à la fin du mois, tu étais capable de couvrir tes dépenses, puis il t'en restait un peu pour éventuellement réinvestir ou utiliser l'argent comme tu le voulais. Alors, c'est quoi ton opinion du marché immobilier actuellement? Comment tu navigues dans le marché immobilier avec, évidemment, les hausses de prix qu'on a vues, mais aussi la surchauffe dans certains secteurs? C'est une question que plusieurs personnes me posent en ce moment, puis c'est une question, je dirais une question à 1000 pièces dans le sens que c'est imprévisible. Puis, tu sais, il y a un adage en immobilier qui dit le meilleur moment pour acheter, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Parce qu'on ne peut jamais savoir, tu sais, est-ce qu'on est dans la surchauffe, puis il y a une bulle qui va planter dans 6 mois, un an, puis les gens qui vont acheter aujourd'hui vont le regretter à court terme. Est-ce qu'on est dans une nouvelle normalité, que c'est rendu ça les prix, ou est-ce que ça va continuer de monter pour les 5 prochaines années et il va y avoir encore la fameuse surchauffe? Tu sais? Donc, c'est dur à dire dans quelle strate qu'on est. On ne peut pas connaître l'avenir. Après ça, je pense qu'il faut, dans ce marché-ci, qui est devenu un peu particulier de par la surchauffe, il faut quand même s'assurer que quand on achète, on ne se mette pas la corde au cou juste pour dire on a réussi à acheter. Il faut quand même y aller. C'est malheureux, j'ai entendu des gens qui ont dit on va retarder notre projet d'achat ou notre projet même de rénovation parce que les prix des matériaux ont augmenté ou le projet de construction. Tu sais, es mieux de le retarder puis de te contenter de ce que tu as en ce moment que d'essayer de te mettre la corde au cou parce que acheter une maison trop chère sur 25 ans, tu te dis, bah, c'est peut-être pas si pire, mais les paiements ne sont pas si hauts maintenant, les intérêts sont très, très bas mais c'est une grosse responsabilité. Puis quand tu achètes 200 000 au-dessus, ben c'est quand même 10 000 par année, même sur 20 ans, mettons. C'est beaucoup d'argent. Fait que faut pas. C'est ça. Je n'ai pas d'opinion sur le marché parce que je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'il faut que les gens réalisent que si ce n'est pas un montant que tu es prêt à mettre, fais attention. Tu sais. OK. Puis, est-ce que toi, personnellement, tu as fait des investissements depuis la pandémie, depuis le début de la pandémie de l'an dernier? Est-ce que tu as profité de la baisse initiale des 7, 8 premiers mois, disons jusqu'à l'automne dernier, les prix étaient relativement corrects, puis après, on a vu le gros boom. Est-ce que tu as pu profiter de ça ou est-ce que tu en as fait récemment, même en pleine surchauffe immobilière? Mon dernier achat date de février 2020, donc tout juste avant la pandémie, et on l'a rénové et on a fini de rénover, je pense, le 15 mars quand tout a fermé. Fait qu'on était vraiment à la limite là, de tout ça. Depuis ce temps-là, le premier temps, j'ai quand même arrêté 100% de mes contrats avec mon entreprise. Donc, les premiers temps, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pas de recul. Là, je me suis dit, bon, dans quelle direction que ça va, que ça baisse, que ça monte, je me laisse voir ça. J'ai jamais été un acheteur compulsif. J'ai toujours acheté des choses qui un peu venaient à moi ou que les opportunités étaient réellement là, peu importe le marché. Fait que j'ai pas comme si demain matin le marché baisse, j'en profite puis j'achète 5 immeubles. J'y vais un peu selon les opportunités qui se présentent puis tout ça. Donc, j'ai pas fait d'acquisition depuis. Là, avec la surchauffe, dans mon coin, je dirais qu'on le sent. On le sent un peu moins, évidemment, qu'à Montréal, des choses comme ça. Là. Il y a des surenchères, mais c'est pas aussi énorme. Mais, tu sais, là, j'ai vu là, des immeubles là, dans mon coin écoute, moi, mettons, il y en a un qui s'est affiché un 12 logements. Et je l'estimais vite, vite. J'ai appelé le propriétaire pour voir comment il le vendait. Puis c'était 400 000 au-dessus du prix que je l'estimais. Tu sais. Fait que quand même, j'ai fait, ouais, on va le laisser rêver. Puis lui, il était sûr. Il y avait 2 visites le soir même. Il l'avait affiché le matin. Il était comme, je vais le vendre, je vais le vendre. Puis il est encore en vente. Aujourd'hui, ça fait un mois. Tu sais. Fait que, OK. il faut quand même que les gens réalisent que, c'est ça, peu importe le marché, il reste quelqu'un qui vend puis il reste quelqu'un qui achète. Donc, si les gens sont pas fous à acheter en surchauffe, ça ne montera pas en surchauffe éternellement. Mais malgré la surchauffe, on voit qu'il y a des gens qui semblent justement se foutre un peu de la valeur de ce qu'ils achètent, puis ils surbident sur les immeubles, sur les maisons et tout ça. Puis on a présentement des politiciens qui proposent des solutions pour protéger les acheteurs. Donc, on parle, par exemple, de s'assurer que l'acheteur, donc d'obliger que l'acheteur fasse, par exemple, une inspection du domicile, fasse affaire avec un inspecteur qui est désigné par un organisme qui assure la qualité, tout ça, ou, par exemple, qu'on empêche de retirer la garantie légale des contrats. Est-ce que tu penses que ce serait
le genre de solution qu'on devrait introduire pour calmer la surchauffe immobilière ou pour plutôt protéger les acheteurs par rapport à certains vendeurs, ou c'est de la responsabilité des acheteurs de dire, écoute, si je l'achète sans garantie légale et qu'il y a un problème, ben, c'est de ma faute. Je te dirais que j'y vais beaucoup sur la responsabilité de l'acheteur. Puis le gouvernement, c'est tout un débat. J'ai certaines opinions, il y en a d'autres que je n'ai pas ou quoi que ce soit, mais le gouvernement ne peut pas tout le temps mettre son nez partout non plus. Le marché est le marché. Et je pense que là où on devrait porter attention, c'est de l'éducation financière pour les gens. Puis de comprendre ce que vaut un dollar maintenant, ce que vaut un dollar dans 20 ans et ce que valait un dollar là 20 ans. Et c'est là que les gens devraient apprendre plus que mettre des règles, puis à un moment donné, il y a tellement de règles, puis tu rajoutes une règle par-dessus sans enlever l'autre, et ça devient compliqué. Puis on le voit avec les logements actuellement, puis la hausse du prix des logements, puis là, les rénovictions qu'on entend partout, toutes ces affaires-là. Puis là, il y a tellement de règles, il y a plein d'affaires. Puis en même temps, on ne peut pas augmenter les loyers vraiment beaucoup à cause de la régie du logement qui plafonne tout ça. Donc là, on se retrouve avec des propriétaires qui ont des taudis. Puis quand on a des taudis, puis à un moment donné, ils se disent, OK, là, c'est bon, je donne un gros coup, je fais ça, puis je fais une fameuse rénoviction qui est un mot à la mode depuis un an. Ben là, tout d'un coup, on veut enlever un taudis pour que les gens puissent avoir un bon chez eux, puis ça ne marche pas non plus parce que là, il va y avoir d'autres règles qu'on ne peut pas faire de rénoviction, on peut pas le. À un moment donné, il faut que le marché soit le marché. Fait que c'est ça, c'est à voir. Puis si les gens ne sont pas capables d'habiter à Montréal, c'est peut-être un peu mon manque d'apathie, mais si tu n'as pas les moyens d'habiter à plein centre-ville de Montréal, c'est la rue Saint-Denis, ben peut-être qu'il faut que tu ailles habiter ailleurs. À un moment donné, on ne peut pas dire à tout le monde obtiens ce que le plus riche a en étant le plus pauvre. Là. Donc, je pense que c'est une grosse responsabilité des gens quand même de s'éduquer et de comprendre ça. Puis que le gouvernement a certaines choses à faire, mais il ne faut pas qu'il s'implique trop. Parfait. Puis c'est intéressant que tu amènes la crise du logement parce que c'était un autre des sujets que je voulais aborder dans la rencontre d'aujourd'hui. Euh, à la base, là, c'est quoi la source de cette crise du logement-là? Qu'est-ce qui cause tous ces problèmes du fait qu'il n'y a pas de logement abordable dans certains secteurs, puis que les gens ont de la difficulté à trouver des logements ou qu'on a des hausses de loyer, comme tu viens de le mentionner, dans le cas des rénovations qui sont super importantes. Là. Donc, on passe, par exemple, d'un loyer de 800 à 1600 Donc, qu'est-ce qui est à la source de ça? On est on est dans une société capitaliste quand même. Et au final, ce n'est pas une pénurie de logements qu'on a, parce que même là, ils viennent de sortir une étude de la Corpic là, hier ou avant-hier, ça fait peu de temps, qui disait qu'il y avait 10 des logements qui étaient vacants en ce moment parce qu'il y a plus de logements qui sont arrivés sur le marché. Il y en a beaucoup qui étaient avec Airbnb qui l'ont mis en marché normal. Il y en a il y a beaucoup de logements en ce moment disponibles, même à Montréal en tant que tel, mais c'est une pénurie de logements abordables. Donc, après ça, c'est aussi de dire c'est quoi être abordable. Justement, est-ce que les loyers sont trop chers ou les salaires sont trop bas? C'est comme de dire le loyer, ça vaut quelque chose. Pour avoir 77 portes, c'est sûr que je suis dans un marché différent, mais je veux dire, il y a un coût relié à un immeuble, là, puis le coût est important. Puis quand tu achètes ton immeuble en surenchère et tout ça, les propriétaires, là, il y a quelque chose comme 80 des propriétaires qui sont des petits propriétaires, là, qui ont genre un duplex ou un quadruplex, que c'est leur fonds de pension, que eux, s'ils commencent à ne pas pouvoir augmenter les loyers ou à ne pas avoir des loyers assez élevés, ils sont obligés d'injecter de l'argent et c'est comme si tu subventionnais un locataire pour habiter chez vous. Donc, à un moment donné, ce n'est pas toutes des grosses entreprises, des multinationales qui viennent drainer puis, les locataires puis sécher le moindre argent possible, puis go, on pige là-dedans. Fait qu'il faut arrêter de voir les propriétaires comme des méchants à tout casser et plutôt juste je pense que ça revient à l'éducation financière un peu. Si les loyers augmentent, c'est parce que la clientèle est là. Mais est-ce que la clientèle est mal informée et paye un loyer trop cher? Peut-être qu'il le fait par vouloir parce qu'il veut absolument être là, ou peut-être qu'il le fait juste par méconnaissance du marché et qu'il se dit que ça vaut ça quand ça ne le vaut pas totalement. Mais une fois qu'il a signé le bail, c'est une entente entre deux parties. Là. Donc, c'est une responsabilité de chacun, je pense. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, est-ce que
les solutions pour justement peut-être amener plus de logements abordables sur le marché. Est-ce que, par exemple, l'obligation lorsqu'on fait des nouvelles constructions comme il y a à Montréal, d'ajouter un certain pourcentage de logements sociaux ou de mettre de l'argent dans une cagnotte qui va être dédiée à la construction de logements sociaux, d'avoir un registre des loyers, la section G sur les bails, la fameuse section G, donc l'enregistrer pour éviter qu'on ait des hausses de prix trop importantes ou un contrôle obligatoire des loyers plus serré. Est-ce que, ou à l'inverse, la levée totale du contrôle des prix, quel genre de solution on pourrait amener? Oui, tu as mentionné l'éducation financière, mais concrètement, on sait que les politiciens aiment ça agir, mais ne sont pas toujours conscients des conséquences à long terme de leurs actions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener plus de logements abordables sur le marché dans certains secteurs au Québec? Je pense qu'il y a des bonnes initiatives, tu l'as dit. Là, mettons, quand tu construis une tour à Montréal, maintenant, tu dois avoir un certain pourcentage de loyer plus abordable, un certain pourcentage de loyer familial aussi. Donc, ça, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Mais je n'ai pas de réponse précise parce que le marché est le marché, puis même si tu mets une clause obligatoire de dire faut que tu dévoiles le prix du bail avant, puis que ça soit public et tout ça, en théorie, après ça, il y a toujours du monde, mettons, qui font de la fraude, mais en théorie, tu es censé l'écrire sur le bail, c'était quoi l'ancien bail avant, puis s'il y a eu des changements ou non depuis. En théorie, il y a déjà la façon de faire que si ton bail était à 800 avant et que tu n'as rien changé et que tu le mets à 1400, ben, la personne est censée le savoir. Sauf que si elle l'a visité, elle, puis elle se disait c'est un logement à 1400, puis elle a dit OK, je suis d'accord, je vais signer ce bail-là à 1400. Quand tu arrives à la signature, puis qu'il écrit le dernier bail était à 800 la personne a déjà pris sa décision de dire bon, c'est 1400, moi je suis d'accord avec ça, je suis dans le marché. Tu sais. Donc, c'est ça, j'ai de la misère à me dire il y a une solution efficace parce que les gens font un peu ce qu'ils veulent quand même, puis même s'ils sont capables de le voir, ils vont faire quoi? Ils vont arriver, ils vont dire ouais, mais il était à 800 ton loyer avant, mais moi là à 820. Le propriétaire va dire ben, je vais louer à l'autre à côté. Tu sais. Fait que c'est pas la problématique de dire rends les informations accessibles ou fais telle affaire, parce qu'au final, il y aura toujours des gens qui vont être prêts à payer plus cher. Puis, tu sais, l'argent, ça reste quand même un truc central dans notre vie. Donc, il n'y a pas un fou plus fou qu'un autre qui va dire ben, je vais te louer toi à 820, même s'il y a quelqu'un à côté qui m'offre 1000 $ pour. Là, tu sais. Fait que Ah, c'est un peu ça qui va arrêter la surenchère le jour où les gens vont dire ça vaut telle affaire, je sais que ça vaut tant, puis tout le monde se tient. Mais tant qu'il y aura toujours quelqu'un à côté qui va dire ben, moi, je vais payer plus, les prix vont continuer d'augmenter. non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, c'est quoi les principaux défis de l'investisseur immobilier au Québec? Quels sont les principaux défis? Où c'est difficile lorsqu'on investit en immobilier au Québec? Un point évidemment majeur, ça reste l'argent. Donc, être capable de trouver les mises de fonds, être capable de faire ça. Mais au-delà de ça, je pense que c'est de réussir à prendre son marché, justement, de comprendre le marché où tu es et de réussir à bien s'entourer. Donc, à bien s'entourer des personnes à la banque. C'est beau passer par multiprêt, mais pour avoir un taux, mettons. Mais si tu veux être un vrai investisseur immobilier, je conseille aux gens de passer directement par quelqu'un à la banque, à la caisse, puis d'établir une relation de confiance avec la personne, puis de ne pas chercher le meilleur taux possible, mais de chercher une bonne relation, des meilleurs avantages et des facilités de travail. Fait que de réussir à s'entourer comme ça. Évidemment, c'est de jongler avec toutes les règles en place. Donc, de comprendre le gouvernement, la régie du logement, le droit des locataires, le peu de droit des propriétaires. Fait que, il y a plein de choses à jongler au travail. Puis, je pense qu'en étant en location, être propriétaire puis en faisant de la location, il faut réussir aussi à se détacher émotionnellement des immeubles et des locataires. Donc, tu peux avoir le plus bel immeuble au monde, puis malheureusement, faire rentrer quelqu'un qui va te scraper les murs, puis tu vas être bien fâché, mais ça fait partie du monde de la location. Il faut être capable de prendre un peu de recul, puis de prévoir financièrement et du temps pour être capable de régler les problèmes. Donc, il y a un certain apprentissage à faire, mais j'ai toujours dit que gérer un immeuble, ça reste facile. C'est gérer, quand tu es investisseur immobilier, quand tu as un duplex et que tu habites en bas et tu as un locataire en haut, c'est
relativement simple. Mais quand tu es rendu avec plusieurs locataires, c'est surtout une business de relations humaines. Donc, c'est vraiment, lâche-toi pas en immobilier si tu détestes parler à quelqu'un au téléphone parce que tu ne réussiras pas, je pense. Fait que c'est de réussir à vaincre un peu ses peurs de parler avec les gens, puis de vraiment réussir à concevoir une relation là, avec tes locataires. Puis, tu l'as mentionné, des fois, les relations peuvent être difficiles avec certains locataires. Euh, Puis, on a aussi, oui, il y a des locataires qui vivent des situations difficiles avec des propriétaires qui sont injustes, donc qui abusent, tout ça. On l'a vu d'ailleurs dans les médias récemment. Je pense qu'on a été inondés de ce genre d'histoire, mais on parle peut-être un peu moins aussi des propriétaires qui, des fois, subissent les comportements ou les agissements de locataires envers leurs propriétés. Est-ce que ce n'est pas un problème, ça, au Québec, le fait que les propriétaires ont pratiquement les mains liées et n'ont aucun recours lorsque leur propriété est dégradée par un locataire? Est-ce qu'on devrait introduire des mesures comme, par exemple, une caution, donc payer le premier mois d'avance, comme ça, on a une certaine marge de manœuvre par rapport au locataire s'il y a des dommages qui sont faits dans l'appartement? Comme j'ai dit tantôt, ajouter des règlements, c'est beau, mais à un moment donné, il faut trouver des façons différentes ou je ne sais pas, parce qu'on part, mettons, du principe de la caution. Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais en même temps, je ne pense pas que ça va régler tout, parce que disons que le locataire rentre et il a un loyer à 1 000 il va mettre 1 000 d'avance, qui va être l'équivalent du dernier mois de loyer, mettons. Et deux choses. Un, s'il vient qu'à saccager le logement, ça va coûter beaucoup plus que 1 000 on s'entend. Beaucoup plus que l'équivalent d'un mois de loyer, peu importe c'est quoi le loyer. Donc, il y a déjà une problématique là parce qu'on va en retrouver une partie, mais ça va être minime par rapport à ce que ça va coûter réellement. Et deux, ce qui va arriver, pour l'avoir déjà vécu, le dernier mois, tout simplement, le locataire il dit je suis déjà donné une caution, tout ça, donc on arrive en juin, je te paye pas le mois, puis je m'en vais 1er juillet quand même. Fait qu'au final, il n'a pas payé le dernier mois, puis s'il saccage le logement, tu n'as pas eu plus d'argent. Il n'a pas comme payé le mois de juin, là, quand il part le 1er juillet, tu lui remets 1 000 si le logement est en état. Le locataire il dit je t'ai déjà payé 1 000 je ne te le paye pas. Puis là, s'il ne paye pas, on est un peu effectivement les mains liées. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te payer le logement. Tu vas à la régie du logement, ça prend 6 mois avant d'avoir ton avis. C'est complexe, c'est pas toujours. Il faut prouver. Je pense que une des craintes et des difficultés des propriétaires, pour revenir à ta question de tantôt, c'est que justement, la régie est tellement lourde, est tellement occupée, les délais sont tellement longs que je pense que ça fait peur à beaucoup de personnes pour se lancer en immobilier parce que c'est 1% des locataires, peut-être 1 à 2% des locataires qui sont vraiment désagréables. Puis malheureusement, c'est eux qu'on entend parler dans les médias, c'est eux qu'on entend parler dans l'émission Proprio en otage. Puis les gens pensent que c'est tout comme ça, mais malheureusement, on entend parler de ça quand il y a 99% des locataires qui sont des extrêmement bons locataires qui vont jamais briser ton immeuble ou jamais rien faire, mais on entend parler des mauvais. Fait que, il faut réussir à passer cette petite crainte-là, puis le prévoir. Dans mes planifications financières sur mes immeubles, je prévois toujours une mauvaise créance, je prévois toujours un montant pour les rénovations surprises ou quoi que ce soit. Donc, si jamais ça arrive, il faut réussir à se détacher un peu émotionnellement et dire, écoute, ça fait partie. C'est 1 à 2 j'ai 77 locataires. Je sais que ça m'arrive une fois ou 2 ans à peu près. J'ai toujours un locataire qui part même avec la police. Ça peut devenir des histoires assez complexes. Fait que, c'est ça. Ça arrive, il faut vivre avec. Bon, super intéressant. Donc, dans ce cas-là, s'il y a un peu trop de réglementation entourant la location et tout ça, est-ce qu'on ne devrait pas justement alléger les réglementations entourant l'immobilier, puis peut-être laisser plus place à la coopération volontaire entre propriétaires, locataires, puis de laisser place finalement, juste ça, comme je viens de le mentionner, à la coopération volontaire, c'est-à-dire qu'on s'entend, puis quand ça ne fonctionne pas, ben on peut résilier le bail, puis il y a pas il y a moins de lourdeur bureaucratique associée à tout ça. Est-ce qu'on Oui, devrait aller dans ce sens-là? ouais, je serais quand même d'accord, effectivement, pour dire que le marché, c'est le marché, puis que ce soit un bail, que ce soit quand tu rentres à l'épicerie et tu vas acheter une banane,
ça reste que c'est une entente entre deux parties. Donc, si tu... Je ne sais pas, moi, j'ai souvent fait l'exemple, mais si tu rentres à l'épicerie et tu veux ressortir avec une banane, il faut que tu la payes au complet pour être capable de sortir avec. Donc, pourquoi les locataires ils se mettent à dire « Ah, je vais payer la moitié du mois ou je vais payer le mois à moitié ou à la fin du mois? » Je pense qu'ils se servent du fait qu'il y a tellement de réglementations et tellement d'affaires qu'ils se donnent une liberté de dire « J'habite chez toi, mais je vais agir à ma manière, mais tu sais, ça reste un contrat, ça reste un bail que tu dois respecter, mais il y a tellement de choses autour qu'il y en a qui profitent de ça et qui connaissent les failles. Donc, au final, ces failles-là devraient se laisser tomber, tout simplement, selon moi. Je ne dis pas qu'on devrait tout arrêter du jour au lendemain, mais je pense que, comme plein de choses au niveau gouvernemental, je pense qu'on serait dû peut-être pour des réformes puis de dire qu'on sort un peu, pas faire une réforme en disant hey, on ajoute telle chose, puis ça va venir corriger ça, puis on laisse les autres en dessous. Je pense qu'on serait dû pour enlever des éléments. Oui, il y a beaucoup de défis, mais j'encourage tout le monde à quand même aller vers l'achat d'une propriété, ceux qui sont moindrement intéressés, parce qu'il y a quand même plus d'avantages que de désavantages. Et oui, il va en avoir des bouts rough, mais si tu sais calculer, si tu sais rentrer dans le marché, pas dans le marché au bon moment, mais si tu es rentré dans le marché d'une bonne manière, c'est-à-dire avec une opportunité, avec une façon de te compter, avec un immeuble intéressant pour toi, parce qu'un immeuble peut être intéressant pour toi et non pour moi. Donc, si tu es capable de rentrer de la bonne façon puis de commencer l'immobilier, il va quand même avoir des beaux avantages là, pour ça. Donc, j'invite quand même tout le monde à y aller, même si des fois ça peut faire peur, mais on ne connaît jamais rien dès le départ. Donc, on apprend au fur et à mesure. Puis, une fois que tu auras vécu l'expérience, ben, on essaye de tout faire pour ne pas la reproduire une deuxième fois. Puis, on continue d'avancer. C'est ça la règle qui va nous permettre de continuer tout simplement. Puis justement, ça serait quoi ton conseil à un premier acheteur, quelqu'un qui voudrait entrer dans le marché? Là, présentement, il y a à gérer la hausse des prix de l'immobilier, tout ça. Quels seraient tes conseils à cette personne-là? Est-ce que, par exemple, un premier acheteur devrait mettre un dépôt une mise de fonds de 20 ou y aller avec la SCHL? C'est quoi ton opinion par rapport à tout ça? Je pense que si tu veux aller dans le mobilier, saute dans le bateau maintenant. Puis justement, il faut arrêter de penser à l'argent rapide. Je pense que la bourse, YouTube, il y a plein de monde qui font croire que c'est facile de faire de l'argent rapidement. C'est pas ça le but, là, que ce soit en bourse, en immobilier ou quoi que ce soit. Je pense que rentre dans le marché, fais tes preuves, puis rentre en ayant une connaissance que tu vas faire ça pour les 10, 15, 20 prochaines années de ta vie minimum et tu vas en sortir gagnant, c'est sûr et certain. Ne va pas penser que tu vas acheter un duplex aujourd'hui puis que ton but, c'est de le revendre dans 2 ans, 500 000 de plus, puis tu mets ça à un petit 10 puis tu dis « je vis là-dessus ». C'est pas aussi simple que ça, sinon je serais rendu beaucoup plus loin puis tout le monde serait rendu beaucoup plus loin. Fait que rentre avec une perspective de temps. C'est vraiment le plus grand conseil que je pourrais donner, je pense. Arrête de penser à l'argent rapide, mais pense à long terme. C'est là que tu vas être réellement gagnant. Puis améliore ta qualité de vie au travers du temps. Va pas acheter un duplex et penser que tu vas pouvoir être dans le sud le lendemain matin pour le restant de ta vie. Ça va prendre un peu plus que ça. Donc, vraiment, c'est ça, rentrer avec la perspective de temps et s'assurer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc, que ce soit auprès des locataires, auprès de ton immeuble. Si tu achètes un immeuble, finalement, tu dis c'est vraiment un bon deal, il n'est pas cher, mais que finalement, tu ne l'avais pas fait inspecter puis qu'il est rempli de problèmes puis que ça te coûte une beurrée, ben c'est une erreur. Malheureusement, tu l'as fait, mais prochaine fois, vérifie un peu plus tes affaires. Puis avec la hausse des prix, il y a beaucoup de personnes qui se disent comment je vais faire pour me ramasser la mise de fonds nécessaire pour pouvoir acheter mon premier immeuble. Donc là, je reviens un peu à ma question. Est-ce que toi, tu dis, est-ce que tu conseilles d'économiser jusqu'à 20 pour s'éviter de payer l'assurance SCHL ou tu dis, écoute, rentre le plus tôt possible, mets 5 puis vas-y avec la SCHL? Tu vois, pour un immeuble à revenu, si on est capable d'y aller avec la SCHL, je dirais vas-y avec la SCHL parce que les intérêts sont déductibles, parce que il y a plein de choses qui vont te permettre d'avoir un meilleur rendement sur ton investissement. Si te reste 1 000 à la fin de l'année et tu en investis 5 000, ben, tu fais 20 de rendement. Mais si tu as mis 20 de mise de fonds, il t'en reste 1 000 puis tu as mis 20 000, donc tu fais 2 de même. Mais l'idée, c'est que la rentabilité va être bien meilleure
sur ton rendement, moins que tu en mets. Donc, pour un immeuble à revenu, vas-y avec le moins possible. Ça va te permettre aussi de garder des liquidités, soit s'il arrive des problématiques, ou bien de réussir à en acheter d'autres plus rapidement parce que tu vas avoir plus de liquidités. Par contre, je mets le petit bémol que si c'est une maison, je vais y aller selon la définition de père riche, père pauvre, ce n'est pas un actif, c'est un passif, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent. Oui, peut-être qu'il va y avoir une hausse de prix, mais on ne peut jamais le prévoir. Et même si c'est une hausse de prix, ce que je déplore un petit peu, c'est que les gens font comme Ah, ma maison a pris 200 000 en 3 ans, je la revends, mais il va aller s'acheter une maison de 200 000 plus cher. Donc, au final, il ne profite pas réellement de cet argent-là. Il faut quand même qu'il habite quelque part. Donc, pour une maison, je dirais, mets ton 20 si tu es capable. Justement, c'est là où, avec la surchauffe immobilière, si tu es juste capable d'avoir 5 de mise de fonds, peut-être que cette maison-là est trop chère pour toi. Attends de réussir à avoir une meilleure mise de fonds, puis rentre quand tu auras un certain coussin aussi en arrière. Mais dans ce cas-là, justement, pour cette personne-là qui aurait juste 5 de mise de fonds, est-ce qu'on devrait considérer à louer avant d'acheter? Donc, où on se situe par rapport à ça, acheter ou louer? Quand louer, quand acheter, selon Ouais. toi? J'ai déjà fait une capsule là-dessus qui disait acheter ou louer. Si financièrement, tu connais moindrement ça, tu es capable d'aller sur les marchés boursiers et tout ça, souvent, louer va être moins cher qu'acheter, ne serait-ce que justement le montant de mise de fonds que tu ne mets pas au départ, ou le fait d'être bloqué quelque part. Si tu achètes et que ton but, tu es encore étudiant puis tu sais que tu vas travailler dans 2 ans ailleurs, ne va pas acheter une maison en disant ça va augmenter puis dans 2 ans, je vais la revendre puis je vais être gagnant. Il y a tellement de frais de départ, de taxes de mutation, de notaire et tout ça, tu ne seras pas gagnant. Une maison, ça va prendre un certain temps avant de rentrer dans ses dépenses. Donc, toutes ces dépenses-là qui sont surtout de départ et tout ça, si tu prends le temps de les investir ailleurs quand tu es en location, tu vas réussir à probablement sortir une plus grande richesse au bout du temps. Donc, je pense que des fois, être propriétaire, c'est un peu surévalué dans notre société. C'est prestigieux de réussir à avoir sa maison, c'est signe de prospérité puis tout ça, mais écoute, moi, j'ai des locataires qui ont été locataires toute leur vie, et aujourd'hui, ils ont quasiment des plus gros patrimoines que moi qui a plusieurs immeubles. Parce qu'au lieu d'acheter et de se bloquer quelque part, ben lui, au gré du vent, il a changé de ville de temps en temps, puis il a toujours investi quand même son surplus ailleurs. Il a été capable de ne pas acheter un divan à 2000 pièces qu'il n'avait pas besoin, puis il a plutôt pris cet argent-là puis il l'a investi. Et aujourd'hui, ben, il réussit à avoir quelque chose au bout de la ligne. Bon. Récemment, là, tu l'as mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, tu as fait ton entrée en bourse. Donc, tu es entré sur les marchés boursiers, tu as commencé à investir sur les marchés boursiers. Ça a été quoi ta motivation pour passer de l'immobilier, puis ajouter aussi l'investissement boursier à ton portefeuille d'investissement? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce changement-là? Je pense que, un peu comme tout le monde, j'ai toujours eu envie d'aller vers la bourse, mais je m'étais concentré sur l'immobilier. Puis quand il est arrivé le creux l'été passé avec la pandémie et tout ça, c'est un peu comme plusieurs personnes, ils appellent ça le FOMO, le Fear of Missing Out. La Ouais. bourse était tellement basse et tout ça que j'ai dit, OK, c'est le temps de sauter. Fait que j'ai embarqué, puis j'ai quand même mis un montant conséquent. Là. Depuis la dernière année, j'ai investi, je ne dirais pas un surplus, là, parce que j'aurais fait d'autres choses avec cet argent-là, mais j'ai quand même mis un 60 000 là, dans la dernière année là, que j'ai réussi à mettre là, dans les marchés boursiers. Puis c'est ça. Moi, j'ai une Tesla. C'est sûr que j'ai souvent suivi Tesla, puis j'ai toujours voulu embarquer, mais je ne connaissais pas le monde de la bourse tellement. Puis j'ai fait une capsule avec mon ami qui a acheté des actions de Tesla en 2010, quand l'action de Tesla était à 15 ou 19 US avant le split. Là. Donc aujourd'hui, c'est l'équivalent de 3 à 5 mettons. Donc, il a acheté des actions et aujourd'hui, il n'en a pas acheté pour 1000 pièces. Il en a acheté pour un montant conséquent. Aujourd'hui, ça vaut dans les 10 chiffres, dans les 7 chiffres, les 8 chiffres, c'est plusieurs dizaines de millions. Fait que, tu sais, j'étais quand même content quand j'ai réussi à embarquer dans Tesla, qui avait eu un creux, puis j'étais comme, OK, c'est le temps d'embarquer. Donc, c'est ça, je pense que c'était un peu ma peur de passer à côté du marché puis de dire, ben, finalement, c'est le temps d'embarquer. Tu sais, pendant que tout le monde faisait comme, je suis en train de perdre mes économies, j'étais comme, j'en ai pas en bourse, je perds rien du tout, c'est le temps de rentrer puis ça va juste augmenter. Tu sais.
Puis c'est quoi tes premières impressions? Parce que j'ai regardé ta vidéo où tu as investi dans Tesla. Tu as investi, je pense, en janvier, juste avant le gros run-up dans le prix de l'action qui a monté jusqu'à 900 dollars. Puis là, on a vu récemment, évidemment, que l'action a pâti un peu. On est passé de 900, on est redescendu à 549. Puis on est remonté. Aujourd'hui, ça va bien. Hier, belle journée aussi. Puis c'est quoi tes impressions par rapport à cette volatilité-là? Lorsqu'on est en immobilier, on sent moins la volatilité du marché, mais lorsqu'on est en bourse, surtout si on regarde à chaque jour nos investissements, des fois, ça peut nous rendre émotifs. Donc, c'est quoi tes perceptions par rapport à ça? Oui, j'ai jamais autant regardé. J'utilisais jamais l'application Bourse sur le téléphone avant, tu sais, ou le widget, mettons, qui est rouge ou en vert. Là. Maintenant, c'est plusieurs fois par jour. Je swipe à gauche, je regarde. Bon, tu sais, c'est en rouge ou en vert, c'est ma première chose que je regarde. Mais je te dirais que j'ai pas beaucoup d'émotions face à ça. Pour moi, l'argent, ça a toujours été un outil. Puis, heureusement, en ce moment, en tout cas, je ne suis pas à perte. Là. Même Tesla, même s'il perd 50% aujourd'hui, je vais être break-even, mettons. Fait que j'ai du lousse dans le sens que je ne suis pas à perte. Quand je le revois baisser, ça baisse. Quand je le vois monter, je suis content, mais je sais que ça peut rebaisser le lendemain. Fait que je n'ai pas nécessairement beaucoup d'émotions reliées au marché. Et je sais aussi que je suis là pour le long terme. Donc, même la fluctuation tous les jours, je ne fais pas du day trading. Là. Fait que ça monte, que ça baisse. Moi, tant que je revende dans 5 ans plus cher ou dans 10 ans ou dans 20 ans, ça me va. Puis, il faut dire aussi que le 60 000 que j'ai mis dans les marchés, c'est de l'argent que, je vais le dire comme ça, je suis prêt à perdre. C'est de l'argent que je me suis dit, je suis d'accord avec ça. Demain matin, tout pourrait tomber à zéro, je pourrais tout perdre en bourse, puis je ne serais pas dans la marde non plus. Là. Donc, ça, je pense que c'est important de se dire ce qu'on met dans les marchés boursiers ou dans tout investissement d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des risques, c'est quand même d'y aller avec quelque chose qu'on est confiant et conscient que ça pourrait monter comme descendre aussi. Là. Donc, il faut faire attention pour ne pas se mettre trop dans la merde. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à investir dans Tesla? Parce que là, on parle de Tesla, parlons-en. Je sais que tu as une voiture Tesla, mais qu'est-ce qui t'amène? C'est quoi le potentiel de cette entreprise-là, selon toi? Donc, je pense que tu as mis une grosse partie de ton portefeuille dans l'entreprise. Donc, pourquoi tu es si confiant dans l'avenir de Tesla? Parce que je crois au produit, évidemment. Ça fait 3 ans que je me promène en modèle 3. J'ai été dans les 20 premiers au Québec à en avoir. Tu sais, la toute première fois que j'ai vu une Tesla modèle 3, c'était la mienne, au garage. Je suis allé dans le petit bureau, j'ai déposé un chèque de 79 000 sur le bureau. On a signé des papiers. Je me suis reviré de bord, puis c'était mon auto. Et je la voyais pour la première fois. Et depuis ce temps-là, jamais je vais reculer en arrière. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent ah, tu veux-tu acheter une auto électrique? Mais au-delà, que ce soit une auto électrique, que déjà l'électrique, c'est fameux dans la façon de conduire, dans la façon qu'on ne passe plus à la station-service, puis que tous les matins, je suis plein, puis que moi, avec 525 km d'autonomie, je me soucie jamais, ça fait 3 ans, je me suis jamais soucié de ma charge. Et j'ai quand même 103 000 km à mon auto. Là. Donc, tu sais, j'ai parcouru des kilomètres, mais jamais je me suis stressé avec ça. Donc, puis au-delà de l'électrique, tout le monde me dit c'est ça, l'électrique, c'est bien, mais je ne retournerai pas, mettons, à la Bolt, quelque chose comme ça. Tu sais, je pense que Tesla, ils ont un avantage. Moi, j'ai le package conduite 100% autonome. Tu sais, fait que là, elle fait ses stops, elle fait ses lumières. Très, très bientôt, elle est censée tourner ses coins de rue et être vraiment 100% autonome, là, comme elle fait déjà aux États-Unis dans le mode bêta. Donc, Ouais. tu sais, je pense qu'ils ont un avantage concurrentiel qui est, oui, l'électrique, mais l'électrique, la performance, le kilométrage qu'ils ont et toute la technologie derrière. C'est un ordinateur sur vous. Fait que ça, c'est sûr que le produit, j'y crois vraiment beaucoup. Puis Elon Musk, tu sais, ça reste un personnage, mais c'est un peu un Steve Jobs de ce monde aujourd'hui. Puis c'est un peu, on l'a vu, il est passé, je pense que c'est au Saturday Night Live, ou je ne sais pas trop, là, puis il l'a dit, il est Asperger, mais le lendemain qu'il a dit ça, l'action a chuté beaucoup. Et pour moi, j'étais comme, mon Dieu, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est un gars qui son cerveau ne fonctionne pas nécessairement comme nous, puis c'est une bonne façon parce que Christy, il est en train de développer quelque chose que jamais personne n'a développé. Il est en train de. Je ne comprends pas comment il fait pour gérer 8 compagnies qui sont extrêmement florissantes chacune dans des domaines totalement différents, puis il est capable de mener ça de front. Fait que je pense que l'avenir de Tesla est reluisant, mettons, puis peut-être que ça plantera, peut-être que Ford arriveront finalement avec quelque chose, mais ils ont tellement d'avance, Tesla, qu'ils ont encore des bonnes années devant eux avant de dire qu'ils vont se faire rattraper. Puis ils sont tellement dans l'innovation que je pense qu'ils vont quand même garder leur avance longtemps avant de réussir à se faire rattraper.
C'est mon point de vue. Ok, super. Puis, si, disons, quelqu'un a 50 000, OK? Puis il dit, Rémi, j'ai 50 000, est-ce que j'investis en bourse ou est-ce que j'investis en immobilier? Qu'est-ce que tu lui dis? Mon Dieu, jamais personne m'a posé cette question-là aussi franche de dire qu'est-ce qu'on fait. Euh, c'est sûr que pour avoir goûté à la bourse dernièrement, je suis rentré dans un moment où c'était creux. Quand même, ça l'a remonté. C'est sûr que c'est peut-être de l'argent plus facile, mais il y a plus de risques. Donc, c'est quand même sa tolérance au risque ici qu'il faut voir. Parce que l'immobilier, comme j'ai dit, c'est pas passif. Il reste une part d'actifs là-dedans, là, de travail à faire, de s'occuper, de gestion. Mais je sais pas, je sais pas. Ça dépend de sa vision à long terme. C'est sûr que l'immobilier, je pense que sur le long terme, si tu joues bien tes cartes, il y a moyen de créer quand même quelque chose de solide et de plus gros avec moins de crainte de tout perdre du jour au lendemain. Si ton but, c'est de créer une grande fortune puis de pouvoir s'asseoir là-dessus sans stress, va peut-être vers l'immobilier. Si tu veux réussir à jouer un petit peu avec l'argent au travers de la bourse, puis de se dire, ben, je vais peut-être le faire monter beaucoup, beaucoup, puis arriver une autre pandémie, le jour où tu veux en profiter, puis tu te rends compte que ça descend de 60 puis tu fais comme, moi, tout ce que j'ai gagné dans les dernières années, ça peut se perdre, parce que la bourse, je pense que c'est plus nécessairement connecté à la réelle valeur intrinsèque d'une entreprise. Je pense que c'est plus sur un marché qui fonctionne beaucoup aujourd'hui avec un DCNAT, un Web Simple qui est accessible à tous, puis que quelqu'un qui n'a aucune connaissance des marchés arrive, puis il a juste un peu d'argent, puis dit go, j'achète, bien, ça fait monter le prix. L'autre à côté, il a peur de passer à côté, il en achète aussi, puis ça fait monter le prix. Puis à un moment donné, le marché revient de base, ça redescend. C'est pour ça, des fluctuations de 10 par jour, je ne pense pas qu'on voyait ça avant, pas autant. T'sais. Fait que le marché aujourd'hui, ben, c'est un peu plus risqué, mais c'est sûr que je préconise toujours l'immobilier, on va dire ça comme ça. Mais si tu as moyen de t'amuser un peu, va dans la bourse aussi. Pour être dans mes débuts, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire aussi. Puis récemment, récemment, c'est pas si récent que ça, mais disons que ça a été adopté de plus en plus au cours des derniers mois. Les crypto-monnaies se sont développées justement en parallèle à la frénésie qu'on a vue en bourse sur des titres comme GameStop, AMC, Tesla en janvier-février. C'est quoi ton opinion sur les crypto-monnaies? Est-ce que tu en détiens? Est-ce que tu penses que c'est de la totale spéculation? Est-ce que pour toi, il y a un certain avenir pour les crypto-monnaies dans le futur? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Personnellement, j'en détiens pas. Je n'ai pas de crypto-monnaie. Souvent, j'aurais peut-être voulu embarquer dans le bateau, mais je ne l'ai jamais fait. Je suis quelqu'un avec une tolérance au risque extrêmement élevée. J'ai toujours investi dans des choses qui sont quand même risquées. Autant à la bourse maintenant, je n'ai pas peur de dire je vais essayer de faire un gros rendement, même si je peux perdre, qu'en immobilier, j'ai quand même acheté des. Il y a quand même, sur 7 immeubles que j'ai, j'en ai quand même acheté 3 ou 4 qui étaient vides au moment où je les ai achetés. Donc, quand même qu'il fallait que je repète l'immeuble. C'est ce qui me permettait d'acheter bas, mais qui me permet aujourd'hui, après avoir eu le risque de départ qui était plus difficile, ben aujourd'hui d'être extrêmement rentable. Donc, j'ai une grande tolérance au risque, mais au niveau des crypto-monnaies, je n'ai jamais fait le saut parce que je pense qu'au-delà du risque, il faut être conscient que c'est pas ce que moi je recherche. C'est pas, je pense que ça reste pour l'instant une vraie spéculation. Il n'y a rien qui est rattaché encore à ça. Puis oui, ça peut augmenter, puis ça va probablement augmenter, mais pour moi, c'est un risque que je ne veux pas prendre parce que je ne suis pas non plus assez cave pour mettre un montant d'argent subséquent dans une chose que je pourrais tout perdre. Tu sais, dans la bourse, j'ai quand même, oui, j'ai des choses à risque, mais je prends des choses qui, quand même, pour moi, font du sens et que je me dis que ça va augmenter. Tu sais. La spéculation sur le Bitcoin, on ne peut pas le savoir, ou sur les autres crypto-monnaies. Je te dirais, dans un de mes immeubles, je paye le chauffage, puis j'ai longtemps pensé à m'acheter des trucs pour miner, puis à mettre ça dans mon sous-sol, puis ça allait chauffer l'immeuble. Ça, j'y ai pensé, mais après avoir lu là-dessus, c'était pas nécessairement intéressant non plus. On se rend compte que c'est pas si rentable que ça. Puis justement, ça peut être des fois bien rentable parce que le Bitcoin est super haut. Puis finalement, le lendemain, ça replante, puis l'électricité coûte plus cher, puis c'est complexe. Fait que j'en détiens pas. Je dirais que c'est peut-être pas une bonne chose d'en détenir pour ceux qui n'ont pas un budget assez lousse pour se dire je vais mettre un montant qui va être intéressant si ça monte ou ça descend. T'sais. Si tu mets juste 100$, tu peux dire que tu as des bitcoins, mais
même si ça double, tu as 200$, tu as gagné 100$, c'est pas intéressant. Fait que je pense que quand on rentre dans une affaire comme ça, il faut quand même rentrer avec un certain montant. Mais c'est pour ça. J'en détiens pas. Je ne suis pas contre l'idée. Je pense qu'il y a plein de vertus possibles avec le blockchain en tant que tel. Mais on verra où c'est que ça mène plus tard. Je ne suis pas assez pressé pour rentrer dans un marché sans savoir où ça s'en va. Écoute, Rémi, ce fut une rencontre intéressante. Tu es quelqu'un qui connaît son affaire, ça paraît. Avant qu'on se laisse, laisse-moi savoir où les gens peuvent te rejoindre sur tes réseaux sociaux, etc. J'ai pas vraiment de réseaux sociaux. Je ne suis pas quelqu'un qui est très réseaux sociaux. En fait, les gens peuvent me rejoindre sur ma chaîne YouTube, Rémi Bergeron, l'argent immobilier. Je ne suis pas courtier immobilier, je suis qu'un investisseur et un entrepreneur qui partage ses connaissances sur l'argent, sur la finance, sur l'immobilier. Je pense que je suis là pour inspirer les gens, je ne suis pas là pour me vanter. Si les gens veulent suivre ma progression et mes connaissances, ben c'est ça, je les invite à aller voir sur YouTube. Après ça, il y a moyen de me parler quand même via Facebook, l'argent immobilier aussi. Je suis pas en train de répondre à quelques questions. J'ai même un Patreon maintenant qui me permet d'accompagner les gens pour ceux qui vraiment recherchent l'accompagnement plus précis. Là, je viens d'accompagner quelqu'un qui vient de procéder à son premier achat immobilier, là, un duplex. C'est gratifiant de faire ça. C'est un peu pour ça que j'ai démarré la chaîne. C'est pour de voir les gens pouvoir être inspirés, mais pouvoir faire la même chose. Puis je trouve que c'est très gratifiant de partager ses connaissances puis de voir que c'est utile à des gens. Je ne détiens pas la connaissance absolue, mais ce que je partage, c'est des choses que je connais et qui sont utiles. Fait que c'est ça. Rémi Bergeron, l'argent immobilier sur YouTube. Puis ça me fait plaisir. Et merci beaucoup de l'invitation. Ce fut un plaisir aussi d'apprendre à te connaître. Puis j'adore te suivre sur YouTube aussi. Tu es quelqu'un qui connaît toi aussi beaucoup ton domaine. Et vraiment, c'est impressionnant. Puis félicitations pour ta chaîne qui grossit et que tu as de la volonté. Moi, je le fais quand ça me tente. C'est sûr que je me tiens à un certain horaire, mais je le fais avec les moments où je trouve que c'est important. Puis tu es encore plus assidu que moi. Puis vraiment, félicitations, là, tu vas aller loin, c'est sûr. Ah, merci beaucoup. En tout cas, Rémi, ça fut un plaisir, donc on se reparle certainement. Alors, chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue. J'espère que vous appréciez ce format de vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Donnez aussi un j'aime aux vidéos. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.